Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous retrouver encore une fois sur les plateformes du média Igué. Le Rwanda a officiellement présenté la candidature de Louise Mushikiwabo pour un troisième mandat consécutif à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Si réélue, Madame Louise Mushikiwabo deviendrait ainsi la seconde secrétaire générale à la tête de l'institution, à briguer un troisième mandat consécutif derrière l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Avec moi dans les studios, Tite Gatabazi, analyste politique. Bonjour Tite. Bonjour Bertrand. Tite, le Rwanda vient tout juste d'annoncer la présentation officielle de la candidature de Madame Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF. Comment pouvons-nous interpréter cette décision? C'est d'abord une question de profil, hein. Madame Mushikiwabo est une diplomate aguerrie, on va dire. Et elle fait la diplomatie en faisant... Elle n'a pas fait l'école, hein, le chemin classique des études de droit international ou des relations internationales, de diplomatie, commencer au bas de l'échelle. Non. Elle débarque ministre des Affaires étrangères et comme elle l'avait déjà déclaré un jour, elle dit qu'elle a été à bonne école. Elle fait la diplomatie sous l'autorité du président Kagame et pendant près de 10 ans. Donc elle arrive la première fois à la tête de l'OIF. C'est vraiment une véritable diplomate. Elle est au parfum des rouages de la diplomatie mondiale. Une deuxième observation, c'est de dire, ça fait 2 mandats qu'elle est à la tête de la francophonie. Quand elle arrive, qu'elle remplace la canadienne, ça chahute un tout petit peu parce que ça s'est passé dans des conditions un peu particulières, on va dire. Habituellement, la coutume à la francophonie veut que le ou la secrétaire générale fasse 2 mandats et puis qu'il y ait quelqu'un d'autre. La canadienne ne fait qu'un seul mandat, où ça ne se passe pas bien dans la maison, où il y a beaucoup de conflits. Et donc, on décide de ne pas la reconduire. Et c'est à ce moment-là qu'un jour, au détour, le président français s'adresse parfois à la presse sur le perron de l'Élysée. Et donc, en répondant à une question sur la francophonie, est-ce qu'on va ou non reconduire la canadienne, parce que ça bruissait déjà, le président Macron lâche une phrase qui était quand même préparée et bien réfléchie. Le président Macron dit, en gros, nous aurions souhaité avoir une candidature africaine. Celle qui était là était canadienne. Donc, on est vraiment en train de la pousser vers la sortie. Une candidature africaine, si elle est féminine, ce sera un plus. Et là, on commence à chercher parmi les Africains, ce serait quel candidat, quelle candidate, voilà. Et donc, elle arrive, elle prend les choses à bras le corps, elle entame des réformes tout de suite. Et là, ça fait 2 mandats. Apparemment, les pays membres, je vais dire, sont très contents et satisfaits de ce qu'elle a fait et demandent à ce qu'elle reste. Donc, si elle doit rester, voilà, ça doit passer par une certaine procédure. Il faut que sa candidature soit endossée par son pays d'origine. C'est ce que le ministre Ndoungiré vient de faire, sûrement sur ordre du président de la République. Et après, ils vont déposer la
candidature, oui, à la francophonie. Tite, l'annonce intervient 10 mois avant le 20e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui se passera au Cambodge. Oui. Mais entre-temps, quels sont les processus qui auront en place? Il faut dire qu'il y a une période où on dit que les candidatures sont ouvertes. Là, je crois que ça s'y prête. Nous sommes en période de candidature. Donc, le Rwanda, c'est le pays. C'est le pays qui présente la candidature. C'est ce que vient de faire le Rwanda. Sûrement qu'il y aura d'autres pays qui vont présenter leurs candidats ou leurs candidates. Et après, vous avez la fin des dépôts de candidature, comme se passent tous les recrutements, et s'ouvre la période de la campagne. Parce que quand vous êtes nouveau candidat, vous présentez votre projet pour l'organisation internationale. Quand vous voulez être reconduit, vous présentez d'abord votre bilan et vous dites, voilà, il y a des chantiers que j'ai envie de continuer. Et donc, il y aura une période de campagne. Et pendant cette campagne, il faut vraiment faire le tour de quasiment tous les pays. Il y en a qui habituellement sont déjà presque acquis, qui vous disent ne vous fatiguez pas, nous apprécions et nous allons voter pour vous. Ça, c'est pas difficile. Il y en a qui sont, on va dire, des pays amis, et avec eux, ça se passe plutôt bien, mais il faut aller chez ceux-là qui sont dubitatifs, qui soutiendraient peut-être d'autres candidats, qui auraient quelques reproches à faire à votre candidat ou candidate, et aller les convaincre. Chaque pays a une voix, donc c'est aller vraiment chercher les voix les unes après les autres. Et vers la fin de la campagne, chaque candidat ou chaque candidate essaie de faire le point sur sa moisson. Et c'est à ce moment-là que parfois vous voyez des retraits. Un candidat qui dit « je n'y suis pas arrivé, je n'ai pas pu convaincre ». Donc au lieu d'aller au sommet et de déranger les chefs d'État qui sont là et on recueille très peu de voix, il vaut mieux qu'on retire notre candidature. On peut retirer sa candidature au profit d'un autre candidat ou d'une autre candidate et de dire on ne va pas gêner tel pays, telle personne, leur candidat ou leur candidate est mieux placé que nous. Et donc, ça peut se négocier. Il y a des postes qui reviennent à la discrétion du ou de la secrétaire générale de l'OIF, où on peut concéder quand même pour dire si vous vous retirez, vous occuperez tel poste, qui est quand même ce qu'on appelle des postes stratégiques. Et donc voilà, après il y aura le vote par les chefs d'État au sommet qui devront aller déposer le bulletin et après on va proclamer. Tite, vous avez récemment couvert la dernière conférence des ministres qui s'est déroulée ici à Kigali novembre dernier. Est-ce que avez-vous vu une éventualité continuation de Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF? Elle a évoqué ça furtivement quand il a reçu la presse et qu'elle présentait le bilan. Il a dit exactement, il dit ceci, je crois que c'est TV5 qui lui demande, qui devait avoir des bruits, est-ce que vous allez rempiler ou pas? Il dit, c'est trop tôt pour le dire, il y a des pays qui me sollicitent pour que je puisse
me représenter, il y a la première condition, c'est que j'en ai vraiment envie. Hein? Je peux dire que je suis fatigué, je peux avoir des raisons personnelles pour ne pas continuer. Et puis la deuxième condition, il faut que mon pays endosse ma candidature. Et donc, je dois d'abord, par politesse, mais par respect des procédures, je dois consulter les autorités de mon pays. Et il se pourrait d'ailleurs que moi j'en ai envie et que le pays dise non, non. Hein? Il y a ces préalables-là. Je veux passer les préalables et j'aviserai. Et d'ailleurs, je crois qu'elle avait dit au mois de janvier, vous aurez beaucoup plus d'informations. Mais pour l'instant, il n'y a pas lieu de précipiter les choses ou pas. Donc, physiquement, elle est encore apte. Intellectuellement, elle a très envie de continuer. Et sûrement qu'elle a beaucoup de dossiers comme ça en chantier qu'elle veut finir. Elle a demandé aux autorités de son pays qui lui donnent quitus et qui viennent de valider sa candidature. Et donc là, les pays amis qui lui ont demandé de se présenter doivent être contents parce qu'ils vont porter sa candidature. Et donc, voilà, elle avait déjà évoqué ça lors de la conférence de presse. Oui. Tite, alors selon vous, qu'est-ce qui fait de Mme Louise Mushikiwabo une candidate idéale à ce poste si convoité de l'OIF? C'est un poste très prestigieux, hein, qui a quand même été occupé par l'ancien président sénégalais Abdou Diouf, Boutros Ghali, qui avait été pendant longtemps lui aussi ministre des Affaires étrangères de son pays, l'Égypte, qui a été secrétaire général des Nations Unies. Et lui aussi, le mandat a été écourté, il aurait dû en avoir un deuxième, il a eu des bisbilles à New York. Et donc, quand il quitte son poste de secrétaire général des Nations Unies, il atterrit à Paris par la grâce de l'ancien président, paix à son âme, Jacques Chirac. Et donc, Boutros Ghali a été aussi secrétaire général de la francophonie. Et là, Louise Mushikiwabo, c'est un poste prestigieux. Vous êtes à la tête d'une centaine de pays, ça n'est pas rien. C'est une organisation internationale qui compte dans le multilatéralisme, qui est très cher à ceux qui tiennent beaucoup au droit international, au respect de la souveraineté des États et aux équilibres dans ce monde. Et donc, pourquoi encore elle? Je l'ai dit, elle a un parcours qui lui permet de tenir ce poste et vient de le faire pendant 2 mandats. Et il y a des pays qui disent, s'il vous plaît, continuez parce que vous êtes notre championne et nous, on ne veut pas vous changer à ce poste-là. Ça veut dire qu'elle a convaincu dans les réformes qu'elle a entamées. Il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il y a ce contact personnel. Il y a ce que les anglophones appellent bien le human being. La dimension humaine, elle compte beaucoup. Ça veut dire qu'elle a des relations bien soutenues avec beaucoup de ministres des Affaires étrangères, des États. Ça veut dire que les chefs d'État l'apprécient. Ça veut dire aussi que on aime bien sa façon de gérer l'organisation et qu'on se dit, madame, s'il vous plaît, restez et continuez. Mais c'est aussi un clin d'œil qu'on lance au Rwanda. Hein? On peut se permettre de dire ça. C'est pour dire au Rwanda, vous nous avez
présenté une bonne candidate, mais qui, à l'œuvre, nous a prouvé qu'elle était capable et nous en sommes satisfaits. Et donc, laissez-nous notre Louise Mushikiwabo et qu'elle remplisse pour un 3e mandat. Voilà. Est-ce que pensez-vous que, selon vous, cette décision du Rwanda reflète cette promotion de la femme que le pays met toujours en avant, cette décision du Rwanda? Le Rwanda ne met pas la promotion de la femme en avant. Le Rwanda, dans sa philosophie politique, hein, ça part de très loin. Dans sa philosophie politique, dans sa vision de la société rwandaise, considère que la femme a une place centrale dans la société. La femme n'est pas que mère au foyer. Hein? Et d'ailleurs, en Kinyarwanda, on le dit bien, la femme, c'est le cœur de la famille. Si la femme est le cœur de la famille, pourquoi elle ne serait pas le cœur de la nation? Et donc, c'est vraiment une conception d'abord philosophique. Et puis, quand vous courez le monde, hein, comme je l'ai fait, vous passez dans beaucoup de pays, vous réalisez combien le respect dû à la femme, et c'est vrai à géométrie variable en fonction des cultures, hein, mais que la femme rwandaise est privilégiée, même dans la culture rwandaise. La femme, je viens de le dire, c'est le cœur de la famille. L'homme rwandais, je parle là de la culture, hein, est très fier de sa femme et la valorise. Et donc, le leadership rwandais a considéré à juste titre qu'il ne pouvait pas se passer du rôle et de la place de la femme dans le développement du pays. Et donc aujourd'hui, que les femmes soient nombreuses dans les instances de prise de décision, ça répond à cette vision et à cette place, j'allais dire, qui lui revient de droit. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de pays en parlent. Il était même question de ce thème lors de la conférence des ministres des Affaires étrangères. Et donc, oui, c'est aussi pour dire, quand on l'avait présenté, ça répondait un peu, on va dire, au profil qu'avait défini le président Macron. Africaine et femme, ça nous irait bien. Eh bien, ça tombe bien, le Rwanda a une ministre des Affaires étrangères qui est africaine et qui est femme. Et je ne sais pas si j'ai dit que Mme Louise Mushikiwabo est parfaitement bilingue. Elle maîtrise à la fois le français et l'anglais, en plus du Kinyarwanda qui est sa langue maternelle. Probablement d'ailleurs qu'elle parle aussi le Swahili. Et donc, oui, le Rwanda reste fidèle à cette culture qui est devenue très politique, hein, de faire la promotion de la femme. Et oui, ça rentre dans cette perspective-là, il n'y avait pas lieu de la changer. Oui. Tite, parmi les principaux réalisations de Mme Mushikiwabo, inclut des programmes tels que la francophonie pour elle, qui vise à soutenir les femmes, surtout vulnérables. Ouais. Le programme Déclic, qui sert à former les jeunes au métier du numérique. Et la mobilité des enseignants, qui vise le renforcement de la langue étrangère. Ouais. Parmi beaucoup de points qu'elle a pu développer à la tête de l'EIF, pouvez-vous nous dire l'état actuel de ces programmes ici au Rwanda en tant que membre de l'organisation? D'abord, il y a la francophonie pour elle. Oui, le soutien aux femmes vulnérables. Au sommet des ministres des Affaires étrangères, j'ai eu la chance de rencontrer la représentante des Nations Unies en Haïti. C'est une femme, elle est africaine,
au titre de ONU Femmes. Haïti est un pays déchiré. Mais elle a avoué que Haïti est porté à bout de bras par les femmes. Et elle venait de signer une convention avec l'OIF pour aller soutenir ces femmes qui vivent dans des conditions très difficiles, mais comme on dit en créole, des femmes qui restent debout. Et donc voilà cette philosophie-là de l'OIF que Mme Mushikiwabo traduit en action concrète. Une enveloppe d'$1 million par an destinée aux femmes haïtiennes, c'est un exemple parmi tant d'autres. Le numérique, je l'avais entendu parler de ça, je crois que la première ou la deuxième fois qu'elle vient en visite au Rwanda, elle avait reçu les journalistes francophones. Le numérique allait avec cette façon de faire la vérification des informations. Il y a à boire et à manger sur les autoroutes de l'information. Il y a beaucoup plus de désinformation, de contre-vérités. C'est devenu des lieux de propagande, des insultes. Et la part de la vérité se réduit de plus en plus. Et donc, l'idée de dire il faut former les jeunes au maniement des instruments numériques, c'est aussi pour détecter et faire la vérification des informations qu'on consomme parfois sans s'en rendre compte. Ça lui tenait beaucoup à cœur dans le cadre aussi de l'éducation des jeunes. De ne pas suivre tout et n'importe quoi. Il y avait ça, elle en parlait avec une demande en termes de reportages. France 24 fait ça, l'œil de l'observateur. Des reportages vraiment, des vidéos de courte durée sur une réalité à travers beaucoup de pays. Ça peut éveiller les consciences et aller vers la citoyenneté globale. Et oui, le programme de l'enseignement du français qui participe aussi aux valeurs de la francophonie, le rayonnement de la langue dont on a en partage. Si vous allez au Cambodge aujourd'hui, vous allez parler français avec un Cambodgien. Vous pouvez vous retrouver en Argentine et trouver des gens qui parlent français. C'est cette langue-là qui fait aussi une des valeurs de la francophonie. Et donc, j'ai vu qu'il y a des groupes de professeurs de français qui sont déployés au Rwanda sous la bannière de la francophonie et qui sont déployés dans les écoles secondaires pour enseigner le français. Je crois qu'ils ont renouvelé l'année dernière d'ailleurs. Oui, c'était l'année. Au Centre culturel francophone. On a vu la cérémonie de renouvellement et donc... De la troisième cohorte d'enseignants qui étaient venus sur Rwanda. Voilà, qui viennent au Rwanda pour enseigner le français et rehausser le niveau. Ça vous apprend à lire, à écrire en français, à faire des recherches en français et à aimer la langue française en l'utilisant le plus qu'on peut. Oui, il y a ce programme-là qui n'est pas qu'au Rwanda. On nous a dit qu'il y en avait au Ghana, au Libéria, qui sont vraiment, eux, des pays 100% anglophones. Je crois qu'il y a des pays qui sollicitent l'Organisation internationale de la francophonie pour obtenir des enseignants qui viennent dans les écoles. Et donc, oui, voilà le genre d'initiative
qu'elle a instauré et qui... Hein? Ok. Tite, de manière générale, pouvez-vous nous expliquer quel rôle diplomatique joue l'Organisation internationale de la francophonie sur la scène mondiale? Ah oui, c'est d'abord une organisation internationale qui doit avoir un statut d'observateur aux Nations Unies et donc qui a un rôle à jouer dans ce qu'on appelle le multilatéralisme. Une fois que les pays se mettent ensemble, qu'ils estiment qu'ils ont des valeurs communes, qu'ils ont des intérêts en commun, ils peuvent porter cette voix sur la scène mondiale et peser dans ce multilatéralisme où parfois les intérêts divergent, où il faut recourir à des rapports de force. Et donc oui, l'Organisation internationale de la francophonie a toute sa place dans cette constitution de pôles d'influence à côté de la consoeur qu'on appelle le Commonwealth, les pays ayant l'anglais en partage, à côté des organisations des Nations Unies, à côté des grandes organisations non gouvernementales. Et donc, la francophonie intervient dans l'observation des élections. Ça veut dire que la francophonie fait aussi la promotion de la démocratie. La francophonie intervient avec des missions de bons offices dans des pays membres qui ont des crises, parfois même des conflits armés. Ils n'en parlent pas beaucoup, ils ne le mettent pas sur la place publique, mais il y a toujours cette dimension d'influence qui n'est pas négligeable. On m'a dit au détour d'un cours de relations internationales que l'Inde et le Pakistan ont failli en venir à une crise éclatée et comme par hasard, les deux premiers ministres étaient membres du Rotary International. Et donc, le Rotary International a dépêché une délégation et a réuni les deux premiers ministres. Ils leur ont demandé, s'il vous plaît, ne brisez pas la famille rotarienne sur des intérêts peut-être qu'on peut rapprocher. Et on a évité la guerre grâce à l'action du Rotary. Le Rotary étant une organisation caritative. Donc voilà le genre d'intervention. Moi, je l'ai appris parce que je suis au Rotary, mais je sais que la francophonie a aussi cette mission de bons offices qui parfois réussit, parfois échoue, qui peut faire bouger les positions, peut-être pas tout le temps à la satisfaction de l'organisation. Je me souviens que l'ancien président du Mali, paix à son âme, Amadou Toumani Touré, était venu en Centrafrique pour le compte de l'OIF et les nouvelles qu'on avait eues, on a dit, il a pesé de sa personne, parce qu'il était très porteur sur le panafricanisme. C'était un ancien militaire qui était passé à la politique et il avait quand même réussi quelque chose au nom de l'Organisation internationale de la francophonie.
On peut comme ça multiplier des exemples. J'en vois encore 2 ou 3 qui étaient dépêchés par la francophonie. Et oui, il joue un rôle sur le plan diplomatique. Oui. Tite, au sein de la francophonie, il y a des États membres qu'on pourrait qualifier d'hostiles au Rwanda. Est-ce que ne voyez-vous pas une entrave à cette candidature? Lesquels, par exemple? On peut parler de la République démocratique du Congo, on peut parler du Burundi, entre autres. Oui, ils sont hostiles au Rwanda pour de mauvaises raisons, ça j'en suis convaincu. La République démocratique du Congo a organisé les Jeux de la francophonie et a empêché la secrétaire générale Mushikiwabo de venir à Kinshasa. La République démocratique du Congo boycotte ostensiblement les réunions de la francophonie, mais il leur manque quand même le courage. Il leur manque le courage de se retirer de la francophonie. Et donc, voilà, il y a ça. Le Burundi, pareil, hostile au Rwanda, en solidarité avec la République démocratique du Congo. Est-ce qu'ils peuvent entraver la marche de Mme Mushikiwabo jusqu'à sa réélection? Je ne le pense pas parce qu'ils sont minoritaires, mais ils sont que 2. Et puis, ce qui est certain, c'est que la République démocratique du Congo va boycotter le sommet. Ils n'iront pas. Le Burundi peut ou ne pas y aller, ou être représenté à un niveau inférieur. La République démocratique du Congo s'est fait une réputation de ne pas s'acquitter de ses cotisations au sein des organisations auxquelles elle appartient. Ils sont en bisbille au niveau de la SADC pour des arriérés de cotisations. Je ne suis pas certain qu'ils soient en règle à la francophonie, compte tenu aussi de l'hostilité qu'ils ont vis-à-vis de la secrétaire générale. Ça veut dire qu'ils n'auront pas droit de vote. Et donc, comme c'est une voix contre, ça fait une voix de moins pour les voix contre Mme Mushikiwabo. Et le Burundi, pareil. Le Rwanda l'avait sauvé de East African Community en payant sa cotisation. Même si les 2, dans l'hypothèse où ils étaient présents, 2 voix sur la centaine, ça n'empêchera pas la réélection de Mme Mushikiwabo. Je crois que le fait qu'il y ait des pays, il n'a pas dit lesquels, le fait qu'il y ait des pays qui l'ont sollicité bien avant le sommet des ministres des Affaires étrangères, et qu'il y a des ministres qui sont venus lui confirmer ça à Kigali, un peu pour la supplier. Madame, s'il vous plaît, est-ce que pour nous, vous pouvez vous représenter? Ces pays vont aider à pousser sa candidature. Ça veut dire qu'elle ne sera pas seule dans la période de la campagne. Les pays qui ont essayé de promouvoir sa candidature vont aussi participer à cette campagne d'une façon ou d'une autre, en essayant de convaincre d'autres pays et en leur disant « essayons de lui mettre le maximum de voix pour qu'elle ait vraiment du vent dans le dos et que ce 3e mandat soit bénéfique pour l'organisation et pas pour elle toute seule. » C'est une satisfaction personnelle d'avoir réussi, mais elle est beaucoup plus grande quand l'organisation en a bénéficié. Ça veut dire que des pays membres en auront bénéficié aussi. On parlait de programmes. Si on peut étendre ces programmes dans d'autres pays, tant mieux. Si on peut accroître le budget, c'est encore mieux. Si on peut diversifier les projets, c'est tant mieux pour
à la fois l'organisation et les pays membres, oui. Est-ce que selon les informations dont vous disposez, y a-t-il d'autres candidats de poids qui aspireront aussi à la tête de l'OIF à côté de Mme Louise Je Mushikiwabo? crois que la période des candidatures vient de s'ouvrir. Nous avons lu sur le compte X du ministre Nduhungirehe. Ce qui est certain, c'est qu'il peut y avoir d'autres candidatures. Et il devrait d'ailleurs en avoir pour qu'il y ait ce jeu démocratique-là. Que les candidats puissent s'exprimer, qu'ils puissent porter des projets alternatifs. À ce niveau-là, il n'y a pas d'invective. Les gens ne s'insultent pas, non. C'est des diplomates. C'est parfois des anciens ministres des Affaires étrangères ou des ministres des Affaires étrangères en exercice ou des anciens chefs d'État. Vous imaginez pas le président Abdou Diouf en train d'échanger des insultes sur un plateau de télévision avec un autre candidat. Ni Mme Mushikiwabo se prêter à ce jeu-là. Non, c'est des candidatures qui sont des candidatures très sérieuses, fondées sur l'expérience du candidat, lequel candidat montre l'importance de son pays, l'attachement de son pays à la francophonie, à la famille francophone et le projet qu'il peut apporter à l'organisation. Oui, je crois qu'il va y avoir d'autres candidats. On va scruter les tweets des ministères des Affaires étrangères. De toute façon, le service de communication de la francophonie devra informer chaque fois qu'il y aura un ou une candidate qui se déclare et qui est soutenue, présentée par son pays. Oui, oui. Tite, en tout cas, merci beaucoup pour vos explications. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Et nous pensons que nous allons continuer à suivre la situation de près, parce que c'est... Chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous et surtout restez branchés sur les plateformes du média Iguihé.